quelques mots pour revenir sur ce que disait Michael. Effectivement, l'emploi des seniors en France, on le connaît par rapport à la moyenne européenne et largement sous-dimensionné. Michael parlait des 58,15% d'emploi des 55 à 64 ans, comparé à la moyenne européenne qui est à quasiment 64%. Mais c'est particulièrement sur les 60-64 ans que la France est à la traîne, avec un taux d'emploi de 38,9%, soit 12 points de moins que la moyenne européenne. Il n'y a pas de droit de la fin de carrière. C'est un domaine qui est constamment en évolution. On le voit encore avec le conclave et avec ce qu'il en sortira. Pour la petite histoire, au JO du 21 février 2025, c'est pas moins de 6 textes qui ont été publiés avec des incidences sur les droits en matière de retraite. Donc on a la loi, on a les accords d'entreprise, on a les accords de groupe, on a les accords nationaux interprofessionnels. Qui réglemente, qui innove, qui organise l'emploi et le maintien dans l'emploi des seniors. Ces accords sont parfois spécifiques, propres à l'emploi des seniors. Ça peut parfois être de simples mesures qu'on va retrouver dans un accord de GEPP ou un accord de rupture collective conventionnelle. Ces accords spécifiques qui ont été un peu abandonnés au fil du temps vont peut-être revenir d'actualité avec l'accord national interprofessionnel qui a été signé en novembre 2024, dans la mesure où la renégociation sur l'emploi des seniors va redevenir obligatoire. Une renégociation tous les 3 ans, comme c'était le cas il y a quelques années avec le contrat de génération, et qui avait été abandonné, mais qui va revenir peut-être sur le devant de la scène si l'accord est étendu. Je crois qu'on attend toujours l'arrêté d'extension. J'ai choisi de vous présenter les mesures généralement organisées dans ces accords autour de 3 grands blocs. Les blocs auraient pu être différents, c'est simplement la présentation que j'ai choisie. On va retrouver un premier bloc avec les mesures qui sont destinées à maintenir le collaborateur dans l'emploi, même adapté, mais au sein de l'entreprise. On va ensuite avoir les mesures relatives au maintien dans un emploi aménagé, mais avec déjà une organisation du départ à la retraite qui se dessine. Et on va avoir un 3e bloc autour des mesures qui sont destinées à maintenir le salarié dans l'activité. On ne parle pas forcément d'emploi, mais d'activité. Donc ça peut être en dehors de l'entreprise. Et dans ce dernier cas d'espèce, effectivement, l'organisation de ces mesures-là se fait plutôt dans les groupes relativement importants ou les entreprises importantes. Donc sur le premier bloc, destiné à maintenir le collaborateur expérimenté dans son emploi dans l'entreprise, avec les adaptations nécessaires, il va s'agir là principalement de toutes les mesures qui vont garantir, assurer la poursuite de l'évolution professionnelle, la poursuite de la formation, la poursuite du développement dans le poste, des mesures liées souvent à l'aménagement de conditions de travail et toutes les mesures qui accompagnent ces 2 dispositifs-là autour de la transmission des savoirs. Donc sur les mesures destinées à poursuivre l'évolution de carrière, on va retrouver tout ce qui concerne la généralisation des bilans de compétences, des droits à la formation, des droits prioritaires à certaines formations, des formations dédiées, des actions de sensibilisation aux nouvelles technologies, à la cybersécurité, toutes les formations intergénérationnelles qui sont des choses qu'on va retrouver quasiment systématiquement. On va retrouver aussi à côté de ces mesures tout ce qui va concerner collectivement l'organisation, l'étude de l'évolution de l'emploi des seniors dans l'entreprise. L'accord Schneider récemment signé en est une jolie illustration. Et puis on a ce qui concerne les entretiens professionnels, les entretiens annuels, les entretiens de développement professionnel, les entretiens dernière partie de carrière, les entretiens professionnels renforcés à 45 ans et à 60 ans qui sont prévus par l'accord national interprofessionnel. Ces mesures s'accompagnent de mesures qui visent à l'amélioration des conditions de travail pour faciliter le maintien dans le poste. C'est toutes les mesures qui vont concerner l'ergonomie, les TMS, les formations aux gestes et postures, l'enrichissement des entretiens annuels par les services de prévention et de santé au travail, toutes les mesures horaires avec l'aménagement des plages horaires, le passage d'un horaire collectif à un horaire individualisé. On va revisiter le télétravail, on va revisiter les règles de travail en équipe, on va revisiter le travail de nuit et le travail de jour. Toutes ces mesures qui accompagnent finalement le maintien dans un emploi pour les salariés expérimentés. Et ces actions sont accompagnées de tout ce qui va concerner la transmission des savoirs et des compétences.
Donc le tutorat est quasiment généralement prévu. Et après, il y a tout ce qui est en ING, le mentoring, le reverse mentoring, le co-mentoring, les journées de shadowing qui permettent de suivre un expert pendant ses journées de travail. Les référents métiers qui sont aussi prévus très très fréquemment. La possibilité accordée aussi aux collaborateurs de faire des cours dans des écoles, dans des universités, dans des fondations sont aussi des mesures qui permettent la transmission du savoir, surtout si l'université, comme dans certains groupes, est organisée en interne. À côté de ce premier bloc, on a un deuxième bloc qui vise les mesures destinées à maintenir le salarié dans un emploi aménagé cette fois, mais en anticipant déjà le départ à la retraite. Donc on va retrouver ici tout ce qui concerne les temps partiels aménagés, les temps partiels compensés, les temps partiels aidés. Toutes les variantes existent avec des modalités très différentes les unes des autres, mais à chaque fois, il va s'agir de réduire le temps de travail du collaborateur et de compenser partiellement ou totalement la perte de rémunération induite par cette réduction du temps de travail. Et là, on a des mesures d'accompagnement de cette réduction pour compenser cette perte de rémunération, le maintien des cotisations assurance vieillesse qui sont reconstituées sur un salaire temps plein, on en reparlera tout à l'heure, tout ce qui va concerner la mobilisation du CET avec ou sans abonnement de l'entreprise, la neutralisation des périodes de temps partiel pour le calcul des indemnités de départ ou de mise à la retraite, les avances d'indemnités, avances mensuelles destinées aussi à compenser la baisse de rémunération parfois constatée. La retraite progressive fait partie de ces mesures, dispositif qui a été instauré en 1988, finalement assez peu utilisé. Peut-être que l'accord Annie qui lui assure une petite publicité, ou en tout cas qui le remet au goût du jour, participera à ce redéploiement. Il s'agit pour la retraite progressive, pour les salariés qui sont en fin de carrière, de passer à temps partiel, tout en donc de diminuer leur charge de travail, tout en percevant une fraction de leur pension de retraite. Une première liquidation dans ce cas a lieu au moment du départ dans le dispositif et une seconde liquidation intervient au moment de la retraite totale. La loi telle qu'elle est aujourd'hui prévoit cette retraite progressive à partir de 62 ans en 2030 et 150 trimestres, une activité partielle réduite de 40 à 80%. Mais l'accord Annie prévoit la possibilité de remettre cette retraite progressive à partir de 60 ans. On verra ce qu'il en sera à l'issue du conclave. L'élément intéressant, c'est que pendant cette retraite, pendant cette période, les salariés continuent à se générer des droits à la retraite, régime général et régime complémentaire, parce que les rémunérations qu'ils perçoivent en contrepartie de leur travail est bien évidemment soumis à cotisation. Le rachat de trimestre, rapidement, est également une mesure pour continuer à valoriser et en tous les cas à garder jusqu'au départ à la retraite dans les meilleures conditions possibles le salarié. 12 trimestres peuvent être achetés, soit par le collaborateur, soit par l'entreprise. Dans ces cas-là, un régime fiscal différent, intéressant dans les deux cas, mais plus intéressant si c'est le salarié qui les rachète, et qui permet de racheter les trimestres d'années incomplètes ou d'années d'études qui n'ont pas été cotisés. Le cumul emploi-retraite est également une mesure qu'on retrouve dans les accords. Un dispositif ancien qui existe depuis 1945, qui a largement évolué au fil du temps et qui permet de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle, sans plafonnement, mais avec certaines conditions qui peuvent être parfois un peu dures. Donc il faut avoir liquidé ses retraites, régime général et régime complémentaire en France et à l'étranger totalement. Il faut avoir atteint l'âge légal du départ à la retraite. Le cumul peut être intégral ou plafonné en fonction des conditions. Et réforme de 2023 intéressante qui a ouvert la possibilité de se constituer de nouveaux droits, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ces nouveaux droits sont possibles lorsqu'on reprend une activité chez un autre employeur que le précédent immédiatement. Et il faut 6 mois de latence pour commencer à se constituer des droits si on retourne travailler chez son précédent employeur. Le dernier bloc, enfin, qui concerne toutes les mesures destinées à assurer le maintien dans l'activité, et non plus dans l'emploi dans l'entreprise, mais dans l'activité, avec un retour ou pas au sein de l'entreprise. Donc il s'agit ici d'accepter et de permettre aux entreprises et aux salariés volontaires une expérience à l'extérieur de l'entreprise, une période d'oxygénation, de rafraîchissement, de respiration, à l'extérieur du cadre habituel de travail pour une durée variable, pour ensuite accueillir le salarié
ou pas. On va retrouver dans toutes ces mesures-là tout ce qui concerne, et notamment encore pour les grands groupes, toutes les organisations collectives, les constitutions d'équipes internes de managers de transition ou d'experts qu'on va pouvoir, en fonction des sujets, placer dans telle ou telle filiale. On va retrouver tous les congés spéciaux de solidarité, les congés solidaires, les congés pour engagement bénévole. Le congé de transition professionnelle qui remplace le CIF fait aussi partie de ces mesures qu'il est possible d'adapter dans ces accords, qui permet aux salariés de s'absenter pendant une durée assez longue, soit dans le temps de travail, soit en dehors du temps de travail, avec la possibilité d'une prise en charge par l'association de transition professionnelle. Et donc le salarié bénéficie d'un congé assez long, un congé spécifique pour changer de métier et changer de profession. La mobilité externe sécurisée de l'article L1222-12 du Code du travail, qui permet pour les entreprises de plus de 300 salariés eh bien, de suspendre le contrat de travail de ses collaborateurs volontaires, bien évidemment, sans rémunération, a priori. Cette période de mobilité externe est organisée par avenant, un avenant très précis qui doit contenir la durée de cette mobilité, la date d'effet, la date de fin, les conditions dans lesquelles le salarié revient, les délais de prévenance, les conditions dans lesquelles il peut revenir de manière anticipée. Élément important à noter, c'est qu'au bout de 2 refus d'une demande de mobilité externe, le salarié peut utiliser son compte perso formation. Et l'utilisation est de droit. Donc si le salarié revient dans l'entreprise, eh ben, il retrouve son salaire, il retrouve un emploi équivalent, il retrouve sa classification. En revanche, s'il décide de ne pas revenir, ça s'analyse en une démission. Le mécénat de compétences est un autre dispositif qu'on va retrouver dans ce 3e grand bloc. Au départ, un dispositif fiscal incitatif pour inciter les entreprises à s'impliquer dans des causes d'intérêt général en mettant à disposition des collaborateurs dans des organismes locaux ou pas, permettre la mise à disposition de salariés pour réaliser certaines activités. Donc cette disposition est assimilé à un don, d'où le régime fiscal attractif, mais finalement assez compliqué à mettre en œuvre parce que des conditions relativement drastiques, tant sur les entreprises utilisatrices, puisqu'il faut être une petite entreprise, moins de 250 salariés, et l'entreprise prêteuse ou donneuse, elle, doit faire plus de 5000 salariés. Et ce mécénat est limité à 2 années. Ce mécénat a été ouvert dans la fonction publique depuis 2022, à titre expérimental, et le temps prévu est entre 18 mois et 3 ans. Le congé de respiration ou de priorité personnelle, autre outil dans ce 3e bloc, un congé conventionnel, vous en avez entendu parler parce qu'on en a beaucoup parlé au moment où Orange l'a mis en place. Pas forcément d'objectifs propres, mais permettre des formations, des expériences en dehors de l'entreprise. Même si, encore une fois, certains accords peuvent être beaucoup plus contraignants. Le maintien de la rémunération est généralement prévu, j'ai un maintien total ou partiel, et des conditions d'ancienneté sont quasiment systématiquement prévues dans les différents accords. Donc on s'aperçoit, malgré la diversité de ces dispositifs, que finalement peu d'entre eux permettent une véritable expérience durable et sécurisée à l'extérieur de l'entreprise. Alors non seulement, et on le comprend bien, les salariés sont peu enclins à accepter des périodes de mobilité à l'extérieur de l'entreprise, surtout dans une période destinée en fin de carrière et destinée à les remobiliser. La peur de ne pas retrouver son emploi est tout à fait légitime. Donc réticence des salariés, réticence des entreprises, parce qu'il est très facile de requalifier ces différentes actions en plans sociaux déguisés, en externalisation masquée. Donc on peut imaginer aussi les problématiques à développer ce genre d'outils. Pourtant, dans un rapport maintenant ancien, hein, le rapport Rouillot de 2007 sur anticiper et concerter les mutations, ce rapport faisait état de plusieurs expériences passées, des expériences locales, expériences territoriales dans différents bassins d'emploi. Il y avait le bassin de Bressuire, il y avait à côté de Saint-Nazaire, il y avait aussi dans le sud, dans la région PACA, et il y avait aussi dans la région de l'Isère, où dans des périodes de difficultés économiques, certaines entreprises du bassin donné se réunissaient, partageaient entre elles quels étaient les métiers fragilisés, quels étaient les métiers sur lesquels les recrutements allaient être nécessaires, qui pouvaient en bénéficier,
Et comment s'organisait la connaissance de ces métiers par des bourses d'emploi, des bourses de l'emploi locales. Comment s'organisaient juridiquement les mobilités par des mutations non tripartites, des mutations concertées. Donc tout ça, tous ces projets ont été largement soutenus à l'époque par les autorités locales de l'emploi, ce qu'étaient les directs auparavant ou les DRETS, les maisons de l'emploi. Et finalement, toute cette ingénierie déployée en cas de difficulté économique et en cas de difficulté de reclassement sur un bassin d'emploi pourrait être largement redynamisée à l'occasion du travail sur la valorisation de la dernière partie de carrière de nos salariés expérimentés. Et donc le congé de transition professionnelle s'inscrit un peu dans ce cadre-là, le congé de transition professionnelle senior, qui pourrait combler une part de ce vide. Donc un congé qu'on a imaginé autour d'1 an mais renouvelable, qui permettrait aux salariés volontaires mais de plus de 55 ans et aux entreprises volontaires couvertes par un accord soit de branche, soit de groupe, soit un accord d'entreprise, de prévoir et de proposer à ces salariés des expériences sécurisées au sein d'autres entreprises locales, au sein d'universités, au sein d'écoles, ou même pour permettre des formations, sans rupture de contrat de travail à l'origine, à la différence du congé mobilité. Dans le congé mobilité, on l'a vu ouvert déjà aux entreprises de plus de 300 salariés, on rentre dans le dispositif en acceptant le terme de son contrat à l'issue du congé. Nous, ce qu'on propose, c'est on rentre dans un dispositif, le terme du contrat n'est pas prévu. Et donc pendant ces mois de transition, le salarié mettrait en pause son activité, son emploi précédent, pour une nouvelle expérience professionnelle, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences, un autre métier, un autre bassin, un autre secteur d'activité. Une espèce de synthèse du congé mobilité dont on a parlé, du congé conventionnel de respiration et du congé de transition professionnelle de la fonction publique d'État, qui permet des formations pendant 3 ans pour exercer un nouveau métier en cas de suppression d'emploi ou en cas de réorganisation. Donc ce congé de transition professionnelle senior, associé au dispositif mis en place par les partenaires sociaux et l'État en 2021, le dispositif Transco, offrirait un ensemble de solutions adaptées sur un même bassin d'emploi, sur un même territoire. Un fonctionnement en plus avec les branches professionnelles, avec les acteurs locaux de l'emploi, avec l'Union des entreprises, avec les maisons de l'emploi quand elles existent, avec les associations concernées, et je pense notamment à Transition Pro, ce dispositif pourrait en être renforcé. Donc le salarié pourra ainsi être mis à disposition d'une entreprise extérieure, d'une association, d'un organisme quel qu'il soit, d'une fondation, d'une école, pour transmettre ses compétences et lui en acquérir aussi, via des conventions tripartites qu'on connaît parfaitement dans les groupes, avec un maintien de salaire et un coût à répartir entre les différents acteurs. Donc les différents acteurs, c'est l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise d'origine, et ça peut être aussi l'État avec éventuellement la signature d'une convention et la prise en charge de formation. Donc à l'arrivée du congé, le salarié reprend son emploi, comme c'est souvent le cas en matière de congé respiration. Donc il retrouve son emploi ou un emploi équivalent, rémunération, classification, quelque chose d'assez classique finalement. Soit il demeure à l'extérieur de l'entreprise, et dans ce cas, on peut imaginer une mise à disposition permanente ou le temps qu'il puisse liquider ses droits à la retraite. On peut aussi imaginer un transfert conventionnel du contrat de travail avec ce qu'on fait dans certains groupes, une reprise d'ancienneté et pourquoi pas le transfert des provisions qui y sont liées. Mais dans tous les cas, et c'est l'intérêt de ce dispositif, à l'entrée dans celui-ci, aucune rupture du contrat de travail n'est envisagée. Donc ce dispositif permettrait de maintenir en situation d'emploi des salariés expérimentés qui désirent, à l'abord d'une dernière partie de carrière, soit suivre une formation, soit mettre leurs compétences à disposition d'une entreprise locale qui en aurait besoin. Merci à vous.